Mais tu peux rester avec nous si tu veux, hein. Tu peux t'asseoir parce que là c'est ton moment et on va avoir deux moments importants. D'abord avec Fatima Idri qui va nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci. Oui, vous pouvez venir, Madame Idri, donc vice-présidente de la région Île-de-France, pour un premier commentaire. Assieds-toi où tu veux. Voilà. On va laisser peut-être effectivement la place à Madame Idri. Et après Monsieur le Ministre. Et ensuite on enchaînera. Donc de toute façon, il faut que tu restes avec nous. Merci à l'excellentissime Pierre Tambourin pour cet exposé. Monsieur le ministre, cher Thierry Mondon, Madame la Présidente, chère Marianne, marche le micro ? Oui. On m'entend bien ? Oui. Monsieur le Directeur général, cher Jean-Marc, mes chers amis, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec cette belle communauté scientifique, la communauté des chercheurs. La recherche en Île-de-France a une place toute particulière. En effet, il s'agit du 3e rang mondial en volume de publications scientifiques, comme tu le disais, cher Pierre, tu l'as très bien souligné. Mais c'est également 40% de la recherche française qui est en Île-de-France. C'est vous dire l'importance et la richesse de cette recherche. C'est une responsabilité et un devoir pour les élus de la région Île-de-France que je représente aujourd'hui et que d'accompagner cette recherche. C'est un engagement fort de la majorité conduite par Valérie Pécresse. Cet engagement s'est traduit notamment dès la fin de l'année, avec l'installation d'un nouveau conseil scientifique régional. Je sais qu'aujourd'hui, Madame Soussaline est avec nous et je la salue également. Cet engagement s'est traduit également, et tu en as parlé, Pierre, par l'élaboration d'une nouvelle liste de dîmes. Cette liste de dîmes qui est bien représentée, puisque 3 dîmes sont directement concernés par le thème du colloque de ce jour, le dîme thérapie génique, le dîme One Health et le dîme Elicite. Ceci dit, et tu l'as justement précisé, les dîmes sont importants, mais il va falloir aussi que la région se soucie d'être un accélérateur pour pouvoir accompagner durablement la recherche et l'innovation en Île-de-France. Si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est surtout pour parler de biologie et de médecine du futur, pour retracer 20 ans d'avancées majeures et de progrès scientifiques, pour présenter tous les programmes qui doivent apporter un progrès et un meilleur confort de vie à nos concitoyens. La biologie et les sciences du vivant sont plus que jamais au cœur du développement de nos sociétés et au cœur de nos préoccupations. Je voulais adresser un grand merci à tous les conférenciers de cette journée. Je suis réellement impressionnée par la qualité des personnalités invitées. Et je souhaiterais tout particulièrement, bien sûr, aujourd'hui, rendre hommage à Pierre Tambourin, à la carrière de ce grand homme. Mon cher Pierre, tu as apporté beaucoup à la science et je suis persuadée que tu continueras à apporter énormément. Tu as su tracer un chemin, montrer la voie, qu'il s'agisse du Génopole ou encore d'un sujet comme la médecine personnalisée. Tu as su défricher des terrains particulièrement accidentés. C'est aussi pour cela que Valérie Pécresse a affirmé le 2 décembre dernier le soutien de la région et a manifesté, je cite, toute la reconnaissance de la région pour ta volonté, ton engagement total, depuis toutes ces années, à placer l'innovation au cœur de ton action. Et je pense qu'on a eu encore aujourd'hui la démonstration de l'importance de la mise en exergue de cette innovation qui est fondamentale. Cette action, ce chemin tracé, est une référence, une réponse possible à un enjeu posé à l'Île-de-France. La région Île-de-France compte parmi les leaders mondiaux de la recherche, et nous l'avons précisé tout à l'heure. Elle doit aujourd'hui, malgré les compétences scientifiques reconnues à l'international, relever le défi d'une meilleure coordination des réseaux et des lieux de l'innovation pour mieux nourrir sa croissance, mieux stimuler son développement économique et rayonner davantage. Génopole, grâce à toi Pierre, est aujourd'hui une réussite. La réussite des Génopoles est avant tout la réussite d'un groupe d'individus, d'une équipe compétente, réunie autour d'une gouvernance solide. Cette composante humaine a compté certainement autant que les moyens matériels importants qui ont été financés par les collectivités. Je veux le dire, tu as largement dépassé, mon cher Pierre, et ce n'est certainement pas Thierry Mondon qui me contredira, la mission qui avait été confiée par l'État en 1998, qui était de répondre aux enjeux scientifiques et économiques de la génomique, de la génétique et de l'application industrielle dans les biotechnologies. En plaçant l'innovation au cœur de ton action, en plaçant le créateur, l'inventeur au cœur du dispositif, tu es parvenu, cher Pierre, à bousculer les codes et les cultures établies. Désormais, grâce à des individus
Comme toi, l'entrepreneur a trouvé sa place dans le monde de la recherche. Et s'il reste encore du chemin, nous pouvons être optimistes sur la capacité de la communauté à se mobiliser pour davantage stimuler le développement de la société, pour repenser les clés de notre avenir commun, pour mieux valoriser la connaissance et la rendre accessible. La journée d'aujourd'hui l'a largement démontré. Merci à toute l'équipe du Génopole, à sa présidente, Marianne Duranton, à Jean-Marc Grenier, son nouveau directeur général, et à toi, Pierre, pour l'organisation de ce colloque qui nous aura montré à nouveau à quel point la voie du progrès n'a pas de limite. J'arrêterai là, sinon Mathéo va me détester, et ce n'est pas le but aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu Nidry. Merci infiniment. J'appelle maintenant Monsieur le ministre Thierry Mandon, donc secrétaire d'État de l'enseignement supérieur et de la recherche, également pour quelques mots. Et ensuite, je vous laisse, je serai près de vous, enchaîner pour la remise. La logique voudrait que, d'abord, je clôture, c'est le programme, ce colloque, puis qu'après peut-être un temps de respiration, j'enchaîne sur la partie extrêmement officielle qui est de remettre, au nom du président de la République, les insignes de commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur à Pierre Tambourin. Je vais peut-être prendre quelques libertés avec cette rigueur protocolaire pour essayer de finalement, par le même mouvement, traiter les deux séquences. Parce que quand on y réfléchit, il y a une continuité entre ce dont vous avez parlé toute la journée, le point que vous avez fait sur la biologie, la médecine du futur, ce qui est l'action, j'en profite pour les saluer ici dans cette salle, de très nombreux d'entre vous depuis des années, et l'action est un mot faible, la conviction absolue, que non seulement il faut qu'on révolutionne les pratiques médicales, mais que la France retrouve, c'est selon, une place de leader dans le monde, à la fois parce que elle a un système social et socio-économique qui a fait des choix qui lui permettent cela, et parce que l'excellence de sa recherche rend possible aussi cela. Donc vous y travaillez, et Pierre a, comme toujours, essayé de réduire sa contribution à tout ça à un mot-clé qui est le mot innovation. J'ai bien compris le message, Pierre. Il me reste peu de temps, donc je vais voir à la suite du rapport que tu m'as remis il y a encore quelques jours avec ton comparse ici présent, Jean-Luc Bella. Je vais voir comment, jusqu'à la dernière minute, je peux vous aider à transcrire en réalité, dans la réalité, des évolutions que je crois en effet absolument indispensables. Mais si je résume à la fois l'action qui a été la tienne, les convictions qui sont les tiennes et la diversité de ceux et celles qui sont ici dans cette salle, la vérité oblige à dire qu'il y a 5 points cardinaux à ton action. Il y a d'abord la conviction première, c'est ton parcours même, de la nécessité de garder une recherche la plus fondamentale possible de plus haut niveau au niveau mondial. Ayant dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, sauf que je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, si la nation ne réinvestit pas un peu dans sa recherche, cette place ne pourra pas être conservée. La deuxième, c'est la conviction qu'une grande ambition scientifique doit être partagée démocratiquement et qu'au cœur de tout grand projet d'avancée des sciences, il y a l'explication avec la société, pas seulement les questions éthiques, elles sont très importantes. Hervé Schneeves, je ne sais pas s'il est encore là, l'expliquait tout à l'heure magnifiquement, mais aussi le partage des enjeux scientifiques par les Français, les Françaises et les citoyens, car l'engagement du soutien de la nation envers la science pour être durable doit être compris. Disons les choses encore autrement ici, en présence de bon nombre de personnes qui ont participé ou qui contribuent indirectement à l'aventure qu'a été l'atome. Je pense que ce temps-là est terminé. Si on veut un soutien durable de la nation, il faut absolument que les enjeux soient partagés. L'hypervolontarisme vertical d'un gouvernement éclairé qui dirait on investit là, tant pis si les Français ne comprennent pas, c'est ça qu'il faut faire. C'est terminé. Il faut expliquer, faire partager, et c'est ta deuxième boussole. La troisième, partenariat public-privé, public-public, public-privé, ça vient d'être
développé magnifiquement. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a surtout, il faut le dire, on interpelle souvent les pouvoirs publics, mais enfin, il faut aussi interpeller les partenaires privés. La culture de l'engagement sur des champs qui seront les champs de la croissance de demain d'un certain nombre d'industriels en France est insuffisante. Et par rapport aux enjeux du big data, on voit très bien que si on n'a pas quelques grands industriels qui s'y mettent vraiment puissamment, beaucoup plus puissamment qu'ils ne le font aujourd'hui, il est possible que nous soyons condamnés à compter les points. La quatrième boussole, c'est la formation. Donc l'articulation entre université, recherche, la formation continue, l'innovation pédagogique. Le fait que c'est bien beau d'envisager des progrès thérapeutiques, des nouvelles façons de traiter les maladies, la combinaison de ressources qui ne sont pas forcément pour l'instant celles de l'hôpital, je pense au big data par exemple, et des ressources médicales, mais que pour ça il faut des gens formés. Il faut des gens formés tout au long de leur vie. Et donc l'articulation entre la recherche et l'université est majeure. De mon point de vue, d'ailleurs, elle l'est tellement que cette articulation doit être vraiment renforcée et que le système d'enseignement supérieur et de recherche français qui sépare trop souvent l'université et la recherche doit progresser par le rapprochement, l'imbrication beaucoup plus étroite de ces deux fonctions. La cinquième, je le dis parce que c'est l'époque qui veut ça. Tu en as peu parlé. Toi-même a une carrière internationale, on va le voir dans quelques instants, c'est la coopération internationale. Il y a ici dans cette salle des chercheurs français, il y a ici des chercheurs étrangers. Je souffre avec ceux qui regardent ce qui se passe dans cette extraordinaire nation qu'est la nation américaine, ouverte sur le monde et qui aujourd'hui refuse des visas ou l'entrée sur le territoire à des chercheurs français encore ces derniers jours, au motif qu'ils sont nés en Égypte. C'est bien sûr les États-Unis qui se pénalisent en faisant cela, mais c'est aussi la science qui renonce, qui s'affaiblit, qui s'appauvrit, et je ne voudrais pas que ce qui arrive là-bas arrive proche de nous. Ça, c'est les 5 mots-clés. Alors là, j'ai besoin de mon téléphone. Lisant ce week-end, par hasard, un texte prononcé, je vous le recommande, par Éric Orsena quand il a été accueilli il y a quelques semaines, c'était en octobre ou novembre dernier, à l'Académie française, qui s'appelle « C'est un éloge du risque ». Magnifique texte. Et il y est dit une chose qui va me permettre de faire le lien entre cette clôture et ce dont nous allons parler dans quelques instants. Le meilleur d'une existence, tout le meilleur vient du risque. Car tout risque vient d'un rêve et d'une étrange générosité, d'une persistance en nous de l'enfance. Vous savez comment on appelle cette générosité? Ce morceau d'enfance en nous préservé? Tout simplement la confiance. Vous tous qui êtes ici, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez croisé dans votre vie, dans votre parcours scientifique, dans votre parcours professionnel, un des plus grands générateurs de confiance que j'ai eu à connaître, Pierre Tambourin. Merci et bravo à lui. Pierre Tambourin, vous êtes ancien élève de l'école polytechnique. Vous avez consacré toute votre carrière à la recherche et aux sciences de la vie en particulier. Vous avez débuté votre carrière il y a quelques années, en 1967. Vous l'avez rappelé, comme chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à l'Institut Curie d'Orsay. Vous avez mené un certain nombre d'études à ce moment-là. Puis vous avez accédé au corps des directeurs de recherche en 1975 et demeuré rattaché à l'Institut Curie. En 1982, j'y faisais référence il y a quelques instants, vous avez rejoint le NIH, où vous avez, pour une période de 3 ans, travaillé à développer les méthodes de la biologie moléculaire, la biochimie des protéines. Vous êtes revenu en France en 1985. Vous co-dirigiez l'unité de recherche associée du CNRS située à l'hôpital Cochin, aux côtés du professeur Jean-Paul Lévy, spécialiste de renom de l'hématologie et de l'immunologie. Vous avez effectué des recherches consacrées essentiellement à la cancérologie expérimentale et moléculaire, avec comme objectif de comprendre les mécanismes qui transforment
une cellule normale en cellule cancéreuse et identifier les gènes impliqués dans ces mécanismes. En 89, vous êtes appelé à diriger la section de recherche de l'Institut Curie. Vous vous intéressez déjà à cette époque à la recherche translationnelle. Cette recherche, dite également de transfert, est une des composantes majeures de la recherche biomédicale qui traduit un besoin essentiel d'accélérer, c'est le sens de votre engagement, la valorisation d'une découverte scientifique en application concrète et rapide au bénéfice des malades. C'est dans cette optique que le directeur général du CNRS à l'époque vous a confié la direction du département des sciences de la vie. C'est à cette occasion, je pense, que vous avez mesuré le potentiel considérable de notre pays en matière de recherche et de développement. Je dis bien le potentiel. Et que vous avez aussi acquis la conviction qu'un potentiel sans capacité de transformer, de mise en œuvre, c'est finalement un gaspillage. Et donc toute votre énergie, à partir de cette découverte progressive, va être de créer le terrain de démonstration de la capacité à la fois de générer, de consolider, de développer ce potentiel et en même temps de le transformer. C'est tout le sens de l'expérience du Génopôle d'Évry. Il y a ici, dans cette salle, beaucoup de ceux qui vous ont accompagné, bien sûr tout au long de votre carrière, mais dès ces premiers moments. Je les salue, certains sont à la retraite, certains méritent, auraient mérité, méritent des plus grandes distinctions scientifiques mondiales. Ce qui est extraordinaire avec le Génopôle, c'est qu'il est né au moment où les pays mondiaux se partageaient le décryptage du génome humain. Je vois Jean Wenzenbach qui est ici, que je salue au fond de la salle, dans un consortium international, et qu'au moment où vous quittez Génopôle, c'est toutes les promesses nées de ce rêve fou des années, on ne parle pas d'il y a une quinzaine d'années, qui s'avèrent réalité pour les progrès thérapeutiques avec la médecine du futur, la médecine personnalisée. Génopôle, c'est la manifestation de cette capacité de générer de la confiance. Génopôle, vous avez su, quels que soient les aléas politiques, les variations politiques, consolider sans aucune exception le partenariat entre l'ensemble des collectivités et de l'État. Et vous avez aussi permis de créer bon nombre d'entreprises, cela a été rappelé tout à l'heure, à côté des 19 laboratoires de recherche performants, 82 entreprises de biotechnologie, 25 plateformes technologiques, des infrastructures de recherche, des fonds levés pour les entreprises qui s'élèvent à plus de 500 millions d'euros. Je dois dire que vous n'aviez pas besoin d'activateurs de motivation. Mais quand on est dans un campus comme celui de Génopôle, et que quand on entre dans son campus, on passe par l'AFM, et qu'on y croise des malades, des jeunes ou moins jeunes, condamnés, pour qui le temps veut dire quelque chose, pour qui la course à l'innovation thérapeutique veut dire quelque chose, il y a chaque jour cette dose de stimulation qui fait qu'on n'a jamais de repos. Votre famille pourrait témoigner que vous n'avez pas beaucoup de repos. Et je parlais tout à l'heure avec les parents, donc votre fille, ils sont probablement heureux, en tout cas les petits-enfants, d'espérer que désormais, ils récupéreront, j'en suis sûr, à temps partiel, un grand-père bienveillant. Vous avez par ailleurs, au-delà de Génopôle, expert en biotechnologie, été sollicité dans des instances absolument incalculables, mais surtout avez eu l'intelligence de faire le va-et-vient permanent entre vos activités sur le terrain génopolitain et la réflexion de notre pays sur les grands plans qui étaient indispensables à son développement scientifique et industriel. Le plan France Médecine Génomique 2025, cela a été rappelé tout à l'heure, plan ambitieux qui vise à positionner d'ici 10 ans la France dans le peloton de tête des grands pays engagés dans la médecine génomique. Et il y a ici le président, le directeur de l'INSERM, je sais combien ils sont déterminés à ce travail et ils ont raison de l'être. Vous avez bien évidemment continué à publier. Vous avez contribué à grand nombre de réflexions en matière de transfert. Je dois dire que m'a été donné il y a quelques mois de faire un plan de simplification de l'usage de la propriété intellectuelle avec des règles nouvelles qui permettent d'aller beaucoup plus vite que ce qui était le cas avant, avec de l'agilité plus grande dans le système de négociation de
la propriété intellectuelle et vous y avez grandement contribué. Et demain, vous y contribuerez comme au titre du rapport que vous venez de me faire sur une sorte de révision et d'amélioration d'une loi qui a joué un rôle fondamental, notamment dans le succès de Génopoul, qui est la loi Allègre de l'époque. Et là, je reprends mon portable et je retrouve mon fameux texte, le même, pour essayer de comprendre non plus ce que vous êtes, générateur de confiance, mais la clé dans la durée de ce secret. Parce que ça peut intéresser plusieurs d'entre nous. Comment fait-on pour durablement, tout au long d'un parcours, générer de la confiance? Christophe Colomb. Christophe Colomb écrit dans son journal de bord le 9 septembre 1942 ce qui va être la feuille de route de la plus formidable des découvertes qu'il va le faire. Et ce qui finalement est la meilleure façon d'embarquer avec soi ceux qu'on veut mener à une destination. Ce jour-là, ils perdirent complètement de vue la terre. Crédit me parle à revoir de longtemps. Beaucoup soupiraient et pleuraient. L'amiral les réconforta tous avec de grandes promesses de maintes terres et richesses, afin qu'ils conservassent espoir et perdissent la peur qu'ils avaient d'un si long chemin. Tout ça est dans le style de l'époque, c'est Christophe Colomb qui parle. L'amiral fit ce jour-là une distance qu'il estimait à 19 lieues. Décida d'en compter moins dans son journal de bord, afin que ces gens ne fussent ni effrayés, ni découragés si le voyage se faisait très long. Ainsi, tout le temps de la traversée, Christophe Colomb aura un journal de bord prudent, qui rassure, et son carnet intime dans lequel il estime ce qu'il a véritablement fait et surtout de combien de distance le sépare du but qu'il s'est fixé. C'est cette pudeur à n'afficher que des résultats réels, constatés, observés, et parfois même à garder pour soi des choses qu'on sait déjà vraies, mais qu'il est peut-être trop tôt pour exprimer, qui finalement fait que vous êtes un point de référence, un point de certitude, un point qui rassure, et donc, étant tout cela, un générateur de confiance. Vous allez recevoir, dans quelques instants, l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur. Longtemps, la Légion d'honneur fut une reconnaissance, elle l'est toujours, de la nation, plus exactement de la République, envers ceux et celles qui l'ont servi brillamment, loyalement. Je crois qu'aujourd'hui, elle devient plus. Elle est aussi la dette payée par la République à des hommes ou des femmes qui l'ont servi avec ardeur et qui l'ont fait grandir. Et c'est dans cette reconnaissance de dette réciproque qu'est la vitalité, qu'est la durabilité, qu'est la pérennité de la République. C'est le sens qu'il faut donner à cette célébration et à cette décoration. Ceux qui ont des téléphones à prendre sont invités, ils peuvent prendre des photos. C'est une toute petite pause à s'approcher, car là, maintenant, ça va aller très vite. Pierre Tambourin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur.
Oui, je ne vais pas être long puisque je viens juste de parler et que je suis sûr que vous commencez à saturer largement. Mais ne rien dire maintenant, ce serait quand même particulièrement malvenu et tout à fait impoli. Alors, c'est une nouvelle décoration qui a une saveur assez particulière, je dois dire. Parce qu'elle se produit au moment où je quitte Génopole. Et ça ne va pas être long, hein, je vous rassure tout de suite. À un moment où je donne les clés de cette maison que j'ai beaucoup aimée, c'est vrai, et que j'aime encore beaucoup, à Jean-Marc Grenier, que je ne vois plus, je ne sais pas, il est là. Et donc vous verrez qu'il sera un successeur qui inspirera confiance. Et les contacts que nous avons eus depuis maintenant 3-4 mois, Jean-Marc, m'ont démontré à l'évidence que Génopole n'y perdrait pas, bien au contraire. Et retiens la formule de Philippe. Il faut toujours dire, la philosophie de Génopole, c'est simple. Tu viens nous voir avec un bon projet, tu es un bon chercheur, on fera ce qu'il faudra pour que ça marche. Ne te préoccupe pas, c'est comme ça que ça doit marcher. Une entreprise de qualité, n'hésite pas, c'est comme ça que ça va marcher. Alors c'est vrai que de temps en temps, on était un peu borderline, mais entre Françoise Ollier, Catherine Fournet et d'autres, on a toujours réussi à faire en sorte que les dossiers soient impeccables, tenus. Mais c'est vrai que c'est parfois pas facile avec les contraintes que nous avons. Nous gérons de l'argent public et évidemment, nous avons des devoirs par rapport à ça. Dire, comme vient de le dire Thierry Mandon, le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, que ceci est un travail d'équipe, je ne trouve jamais assez de mots pour le souligner. Génopole est né dans ce que Bernard Barateau appelait un esprit commando, et on l'a gardé très longtemps. Aujourd'hui, ça devient, il faudra que Jean-Marc, que tu fasses attention, commence à s'installer un peu dans nos meubles, etc. Mais c'est vrai qu'au début, c'était fabuleux, parce qu'on avait 10 projets en même temps, tout ça se bousculait dans tous les sens, et il fallait en plus inventer en permanence des nouveaux moyens, de nouveaux outils. Et je vois Gabriel Mergui et son fonds Génopole premier jour. À l'époque, c'était tout à fait étonnant. Évidemment, en plus j'apprécie parce que c'est une médaille qui a été... que Thierry avait... Pardon, je ne devrais pas trahir les secrets de l'État quand même. Avait suggéré et souhaité, et c'est le Premier ministre qui a souhaité la récupérer dans son contingent. J'y vois là une marque d'attachement. Vous connaissez mes liens avec Manuel Valls depuis toujours. Il faut se souvenir que Manuel Valls est venu à Évry parce qu'il y avait en partie Génopole et aussi parce qu'il y avait Thierry Mandon, et alors qu'il n'avait pas de fonction dans une mairie jusque-là. Dire que ce colloque sur la biologie du futur a été un ravissement serait un mot faible. Je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à ces exposés de grande qualité. Je suis même surpris de la quantité. Évidemment, tous ceux qui étaient là aujourd'hui n'ont rien à voir avec moi. Enfin, je veux dire, c'est évidemment. Enfin, sauf que Thierry m'a fait remarquer que peut-être le fait que je sois là et que ce soit fait pour ça vous a obligé à rester toute la journée, ce qui n'est sûrement pas le cas. Donc ça a plutôt été un gage, c'est vrai. Mais en dehors de ça, je pense que c'est une bonne idée, Thierry, de se dire qu'une journée de révision générale sur les grandes problématiques de recherche comme ça peut attirer jusqu'à 500 personnes sans difficulté. Je trouve que c'est une leçon à tirer pour le futur. Bien entendu, à côté de ça, on a nos séminaires particuliers, chercheurs que personne ne comprend dès l'instant où on sort de la sphère en direct. Mais je crois que c'est une bonne idée. Faten, merci pour tous les mots que tu as prononcés. Je suis très heureux que tu sois là. D'une certaine manière, c'est aussi une forme d'assurance de la qualité du suivi ultérieur. Tu es présent, tu marques ton attachement à ce qui s'est fait, et tu marques ton attachement à ce qui se fera avec Jean-Marc. Et je sais que tout ceci va marcher formidablement. Je suis un peu inquiet, je regrette que Jean-François ne soit pas là, parce que Génopole a été remarquablement aidé par l'État, bien sûr, par la région et par le département. Et aujourd'hui, le département est interdit, si j'ai bien compris, d'intervention dans ce domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur et de l'innovation et de développement économique. Et de ce fait, tout le fardeau est aujourd'hui supporté par la région. Et même si la région, évidemment, a un bon budget, enfin encore, c'est probablement insuffisant, n'est-ce pas, Faten, j'imagine, ça fait quand même très lourd. Et moi, j'aspire, si c'est possible, à ce que, si c'est possible, si c'est un vœu que je peux formuler, à ce que le département retrouve sa place dans l'édifice. Ça permettra à Faten de peut-être bénéficier d'autres moyens pour d'autres actions qu'elle jugera utiles. Je crois que c'est important de souligner ça. Cette médaille, je la reçois d'un ami. Comme vous avez pu le voir, il y a entre Thierry Mandon et moi une complicité qui date maintenant de 18 ans. Je me souviens de la première réunion chez le préfet, Pierre Mutz, à Évry. C'était en mai 98. Et le matin était consacré au plateau de Saclay. Je n'ai entendu ce matin-là que des plaintes sur les raisons pour lesquelles telle route n'avait encore pas été entreprise, tel bâtiment qui devait être construit il y a 5 ans n'avait même pas été commencé, etc. Et je me souviens que l'après-midi, j'ai commencé mon exposé en disant, écoutez, si ce que vous venez de raconter sur le plateau de Saclay,
se passe pour Ivry, c'est même pas la peine qu'on continue à perdre son temps. Autant rentrer tous chez soi. Ivry Génopôle ne supportera pas, par la nature même du projet, qu'on prenne 10 ans pour le lancer. Et je dois dire que si tu as ce jour-là, Thierry, que nous ne connaissions pas, tu as réagi immédiatement en disant « ce projet est prioritaire pour moi et je vais m'y attacher personnellement », tout comme d'ailleurs tu t'étais attaché à d'autres projets, comme celui du plateau de Saclay, comme ceux du plateau de Saclay. Je ne peux pas passer sous silence le rôle de l'AFM dans tout ça. On l'a vu à travers les exposés de Marc et de Fulvio, mais si Génopôle existe, et le concept même de Génopôle existe, on le doit à Bernard Barato, à Daniel Cohen, à quelques-uns, et surtout au fait que l'AFM a joué un rôle protecteur vis-à-vis de Génopôle tout le temps, pas en intervenant parce que ce n'est pas son rôle, en intervenant financièrement, de manière modeste, parce que l'argent du Téléthon n'est pas fait non plus pour soutenir Génopôle, mais toujours être présent derrière, en lien avec les pouvoirs publics, et ça c'est une... Je salue, je ne sais pas s'il est là, les représentants de l'AFM qui sont là. Un mot pour terminer. On pourrait se dire, ça fait 18 ans que tout ceci dure, il est temps maintenant que Génopôle vive de ses propres ailes. Pour moi, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, Génopôle est encore à l'âge de l'adolescence. L'adolescence, c'est une période critique pour l'évolution. On peut mal évoluer, on peut très bien évoluer. Il faut penser que l'âge adulte de Génopôle, ça sera pas 30, ça sera probablement 30 ans. Pensez à ce qui s'est passé à Nice, sur Sophia Antipolis. Il a fallu, me disait le sénateur qui a mené toute cette opération, 6 ans avant que la première entreprise s'installe à Sophia Antipolis. 6 ans. Et il a fallu 30 ans pour que, enfin, Sophia Antipolis sorte de ce que j'appelle le seuil de réversibilité. En gros, moi j'ai vu quand je suis arrivé à Ivry les désastres que pouvait faire brutalement le départ de 5 grandes sociétés d'informatique et la catastrophe que ça fait. Ce qu'on a construit en 18 ans peut disparaître très vite pour peu que 2 ou 3 décisions qu'on prendrait trop légèrement ne soient pas dans ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et il faudra encore, à mon avis, 10 ans pour que Génopôle vive enfin de manière autonome, s'auto-subvienne et qu'il n'y ait plus besoin de secours comme cela. Ça, je crois que c'est vraiment très important de le réaliser. Je suis un peu ému, pardonnez-moi. Et puis, dernière chose, je voudrais dire à ma famille et à mes amis que je n'ai pas beaucoup vu, c'est vrai, au cours de ces dernières années, que je leur demande de me pardonner. C'est pas facile toujours de mener tout ça de front, mais j'essaierai de faire mieux, comme le disait Thierry tout à l'heure, vis-à-vis de Mathéo, vis-à-vis de Maëlie, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes amis aussi, que je n'ai pas vu beaucoup. Yves Barra, qui est venu de Marseille pour me voir, malgré la défaite hier de Marseille face au Paris Saint-Germain, et qui aspire à une seule chose, c'est que nous allions nous promener dans les calanques, tous ensemble, à pied. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci à toutes et à tous. Merci infiniment à tous. Monsieur le ministre, Madame Idry, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, d'avoir participé à cette grande journée. Vous êtes invités à un cocktail pour fêter cette remise de médailles, cet événement. Merci à tous. Bonne soirée.